Ce sont ces gens qui sont des véritables maîtres du monde. Ce sont ces véritables maîtres du monde qui construisent, comme bon leur semble, le monde meilleur pour les autres habitants de la Terre, que ce soit en Occident et que ce soit dans les pays d'outre-mer, sans jamais les dire en quoi ce monde est constitué. Ce groupe est très sélect et quant à lui dirigé par un autre groupe beaucoup plus petit, du nom de l'ordre très noble de la Charretière, dont les membres portent le nom des chevaliers compagnons. Pour les noms habitués, on dit tout simplement les chevaliers de la Charretière. Il s'agit ici d'un très petit nombre déjà, hommes et femmes, encore plus sélects et très restreints, seulement 38 personnes qui se choisissent de façon héréditaire dans la plus haute noblesse de la terre, c'est-à-dire les familles royales d'Europe, dont Elisabeth de Windsor, la reine du Royaume-Uni, et la sublime, la glorieuse souveraine. Par ailleurs, tous les talents créateurs de nouvelles idéologies et de nouvelles techniques d'impact sur la masse sont à leur service et rien ne leur échappe. C'est pour cela qu'auprès de toutes les universités en Occident, il y a des bureaux ou clubs des anciens qui sont des Illuminati et des francs-maçons en guise de récupération des talents. Exact. Effectivement, tous les talents créateurs de nouvelles idéologies et de nouvelles techniques mobilisatrices des grandes masses, y compris toutes les maisons de diffusion de l'information, qu'elles soient privées ou étatiques, de la plupart des maisons d'édition et la plupart des maisons d'édition des livres leur appartiennent, agissent à leur compte. Cela est valable en Occident comme dans beaucoup d'autres pays du tiers-monde. Aux États-Unis, par exemple, pour s'assurer que tous les talents disponibles dans la société ne puissent pas leur échapper, les Illuminati mènent une vaste opération discrète mais très dynamique à travers les pays pour recruter les enfants surdoués depuis l'école maternelle à qui ils exercent le contrôle par l'entremise de multiples programmes et avantages liés à leur éducation de la maternelle à l'université. Ce type d'individus porte le nom d'agenture. Il s'agit des individus très intelligents dans leur domaine spécifique. Ce sont eux que les maîtres du monde affectent par l'entremise de divers astuces aux fonctions d'experts auprès des gouvernements et des organisations internationales. Ils élaborent les agendas des institutions mondiales comme l'ONU et ses organes, PNUD, PAN, ACER, OCHA, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et autres. Ils mettent en place les programmes de coopération bilatérale et multilatérale, de sorte que les soi-disant experts des pays du tiers-monde, lorsqu'ils sont présents au cours des sessions de travail, ils ne peuvent rien dire quoi que ce soit qui leur échappe ou qui les étonne, ou qui les inspire, ou qui puisse changer les orientations prévues bien avant, dans la mesure où les multiples scénarios sont envisagés d'avance pour aboutir au seul résultat. Les maîtres du monde considèrent que l'initiative des hommes et des femmes les plus intelligents est la chose la plus dangereuse qui existe. C'est pour cela que le recrutement des personnes surdouées dès le bas âge n'a pas seulement l'objectif de contrôler le monde et de les conduire jusqu'à l'endroit où ils veulent qu'ils soient. Il s'agit aussi d'une préoccupation, d'une précaution, je m'excuse, d'une police d'assurance a envie de garantir qu'il n'y aura pas d'émergence de nouvelles connaissances et savoir-faire qui seront capables de compromettre, de détruire leur nouvel ordre mondial, pour dire leur gouvernement mondial. Voilà donc comment l'annoncement de nouvelles connaissances favorables à la prospérité de l'humanité a été orchestré un peu partout en Occident. En RD Congo, les francs-maçons qui ont élaboré les programmes d'enseignement ont assujetti toute l'élite nationale dès le bas âge, dès l'école primaire, sous la domination de la déesse Minerve, connue aussi sous le nom d'Athénée. On n'a qu'à y penser, Athénée de Kinshasa, Athénée de Bandundu, Athénée de Lubumbashi, Athénée de Kananga, Athénée de Bukavu, Athénée d'ici, Athénée de là, etc. Pour démontrer jusqu'à quel point la situation est très grave depuis que l'école publique existe dans ce pays. L'assujettissement
de toute l'élite nationale dès le bas âge sous la domination de la déesse Minerve Athénée s'est fait par l'entremise de l'acquittement obligatoire de Minerval, mot choisi expressément en ajoutant Al sur Minerve. C'est que les parents et les étudiants et la plupart des corps professoraux du Congo, les formations qui ont élaboré les programmes d'enseignement, ont assujetti toute l'élite nationale dès le bas âge. Dès l'école primaire, sous la domination de la déesse Minerve, connue aussi sous le nom d'Athénée. On n'a qu'à y penser. Athénée de Kinshasa, Athénée de Bandung, Athénée de Lubumbashi, Athénée de Kananga, Athénée de Bukavu, Athénée d'ici, Athénée de là, etc. Merci. Pour démontrer jusqu'à quel point la situation est très grave depuis que l'école publique existe dans ce pays. L'assujettissement de toute l'élite nationale dès le bas âge sous la domination de la déesse Minerve Athénée s'est fait par l'entremise de l'acquittement obligatoire des Minerval, mot choisi expressément en ajoutant Al sur Minerve. Ce que les parents, les étudiants et la plupart du corps professoral ignorent, c'est que les Minerval en question ne sont pas des frais de scolarité. Il s'agit plutôt de véritables offrandes que l'on offre pour dire que tout étudiant au pays, quel que soit le niveau de sa formation, doit obligatoirement s'acquitter de son tribut à la déesse Minerve, doit lui apporter des offrandes, ça se rendre compte, avant d'accéder aux connaissances qu'elle offre par l'entremise des différents programmes d'instruction. Une fois les études terminées, l'utilisation des connaissances obtenues ne peut servir à grand chose, seulement lorsqu'elles sont ordonnées, c'est-à-dire rendues vivantes, rendues effectives par les grands maîtres francs-maçons que d'ailleurs la RD Congo ne dispose pas les grands maîtres. La déesse Minerve Athénée est la dépositaire et non la propriétaire de la sagesse, des arts, des sciences, des techniques militaires, etc. Voilà comment le savoir-faire, voire même le destin des peuples en RD Congo a été complètement englouti. Ainsi, les élites intellectuelles de ces pays ne peuvent rien faire, ce qui étonne vraiment dans la mesure où toutes les connaissances acquises sur le banc de l'école ont été bâclées, ont été sabotées. C'est pour cette raison que, dans ces pays, à chaque fois qu'il y a eu problème, même les plus minables problèmes, ça prend toujours un Muzungu, un Mondele franc-maçon qui débarque en vitesse pour mettre de l'ordre, malgré la présence dans les institutions d'un grand nombre de nos compatriotes qui sont aussi des francs-maçons. Et c'est avec amertume qu'on peut faire le constat. La sagesse de nos compatriotes qui sont des illuminatiers des francs-maçons, autant l'inconnaissance des choses, autant la lumière qui leur est partie, ne sont pas mesurés pour régler les problèmes, mais seulement pour servir comme des simples assistants et rien d'autre. Il s'agit, le docteur Coleman révèle l'existence d'un élément encore plus grave et plus redoutable que les maîtres du monde ont mis sur pied. Il s'agit du bureau des assassinats, qui orchestre les tueries de grandes personnalités en Occident comme partout dans le monde. Plusieurs films de Hollywood et certaines séries du célèbre James Bond anglais, qu'on croit fictifs, révèlent au monde entier, d'une manière voilée, comment ces assassinats sont organisés. Parmi les victimes les plus célèbres, le président Kennedy des États-Unis, le pape Jean-Paul Ier, qui avait refusé de prêter allégeance à l'ordre très noble de la jarretière, etc. Les sciences qui sont aussi au service des maîtres du monde ont créé des poisons d'une efficacité redoutable, très silencieuse, qu'on utilise pour perpétrer des assassinats d'intérêts politiques et d'intérêts commerciaux. Les chefs de gouvernement des pays en développement, spécialement ceux des pays africains, dignes de leur noblesse passagère,
font recours à ces poisons pour éliminer en toute tranquillité ceux qui ne veulent pas voir dans leur entourage. Pour sa part, le célèbre défenseur de l'émancipation des peuples noirs aux États-Unis, le ministre religieux Louis Farrakhan de l'Église Nation Islam de Chicago, a rendu public à la population américaine, il y a quelque temps, la longue liste effrayante des assassinats et des attentats que le gouvernement des États-Unis a perpétrés officiellement à travers le monde entier. Lumumba faisait des cas aussi. Au sujet de l'ordre très noble de la charretière et du comité des 300, on se rend bien compte que c'est à eux, uniquement à eux, qu'appartient réellement la planète Terre. En théorie, la Terre est un bien commun appartenant à tous les êtres humains et à toutes les espèces vivantes qui s'y trouvent. Malheureusement, en pratique, elle appartient plutôt aux 300 personnes de l'ordre très noble de la charretière et aux membres du comité de 300 personnes. Tous les autres habitants de cette planète sont des simples locataires. Il y a même ceux qui n'ont pas ce statut de locataires, les Africains et les Amérindiens, qui ne sont que du bétail humain et rien d'autre, qu'on égorge en toute impunité depuis des siècles. Avec ces 338 personnes, l'avenir de tous les peuples du monde qui ne font pas partie de leur planification favorable, comme les RD congolais, est déjà très problématique. Pour conclure sur cette question des nouvelles ordres mondiales, ceci n'est pas un simple courant politico-économique d'uniformisation des modes de vie de tous les peuples de la Terre aux mêmes valeurs et au même degré du progrès humain, comme on le prétend. Il s'agit plutôt d'un véritable gouvernement mondial ayant à sa tête non pas un président ou un secrétaire général, comme ça l'est pour les pays ou pour les organisations gouvernementales et multilatérales, mais un grand souverain de la planète, un tout-puissant seigneur des seigneurs sur Terre. Et à l'ère actuelle, c'est la plus glorieuse et la plus éclatante femme sur cette planète, répondant au nom d'Elisabeth de Windsor, souveraine de l'ordre très noble de la charretière, comme déjà dit, qui est en même temps la majestueuse reine du Royaume-Uni et du Commonwealth. En effet, l'ordre très noble de la charretière est l'institution la plus puissante en tout, que toute autre institution inventée par l'être humain, ou inspirée par les esprits les plus puissants qui sont les dominations, les autorités et les princes, qui influencent, qui guident comme bon ensemble les sortes de la civilisation humaine depuis que l'homme et la femme existent sur cette belle terre. C'est cette institution qui agit en comité exécutif de ce fameux gouvernement mondial. En dessous de cet ordre, comme on a déjà dit, il y a le Conseil de gouvernement mondial répondant au nom du comité des 300. C'est cette organisation qui détermine les sorts de l'humanité tout entière, selon ce que ses membres veulent que les choses soient, évidemment, selon les caprices et l'orgueil de leur moindre volonté. Ils façonnent selon leur bon vouloir l'avancement des collectivités dominantes dans les pays qu'on dit développés, au détriment de toutes les autres collectivités humaines, tant en Occident que dans tous les pays pauvres. C'est bien dommage. Les maîtres du monde qu'on croit être les gens les plus nobles, les plus civilisés, sont ceux-là qui contreviennent à leurs propres principes de base, principes que les médias présentent avec plus d'efficacité comme étant les valeurs inaliénables les plus meilleures de l'humanité. Ces principes sont la démocratie, l'équité, la bonne gouvernance, la protection des plus faibles, le bannissement de l'exploitation de l'homme par l'homme, la transparence et tant d'autres. Partant de toutes ces malhonnêtetés, la question de la reconstruction de la RD Congo ne peut plus être traitée par ces constructeurs de civilisation qui organisent et planifient toujours leurs choses à huis clos, en cachette, dans la plus grande discrétion et surveillance pour que rien n'échappe de leurs discussions. Et pourquoi cela? C'est pour prévenir que le public, la masse, une fois au courant des finalités de leur planification secrète, ne puisse se mobiliser pour mettre en péril leur domination, etc. En dessous aussi du comité des 300, il y a plusieurs organes qu'il faut considérer comme des départements ou ministères du fameux gouvernement mondial, entre autres l'ONU, l'OCDE, le Bilderberg comme on a dit, l'OTAN, l'Union européenne. Toutes les autres organisations continentales qui sont en dehors des pays occidentaux sont des simples comités locaux
qui dépendent de ce fameux département, que ce soit l'Organisation de l'Unité africaine, l'Organisation des pays arabes, l'Organisation des pays de l'Amérique latine, etc. Par ailleurs, les sociétés secrètes qui sont des centres actifs des francs-maçons et des Illuminati, des Rosicruciens et autres, agissent comme des sous-commandements militaires d'infiltration appelés à imposer l'alignement du gouvernement mondial auprès de tous les peuples de la Terre par la production d'un plus grand nombre d'hommes et de femmes éclairés, guidés par leur philosophie, guidés par Lucifer. Des hommes et des femmes qui agissent comme des seigneurs et des grands maîtres établis pour parachever la construction du dit gouvernement mondial. En parlant de l'apathie, il s'agit d'un élément qui fait partie de la nature humaine, à se mettre à la place de l'autre pour éprouver ses moindres souffrances. Il n'y a que la règle de sacrifice des êtres humains qui est autant au centre de toute action de cet ordre mondial, autant au centre de tout positionnement dans la hiérarchie et dans l'acquisition de toute prospérité matérielle. Voilà, telle est la situation du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial et de ses institutions et de ses animateurs. Par ailleurs, il me semble important de signaler que les ordres politiques, économiques et militaires locaux instaurés en Russie et en Chine sont de simples tentatives humaines qui essayent de contrecarrer l'offensive très agressive de ce gouvernement mondial. Ces ordres locaux vont tout droit vers leur effondrement rapide pour la simple raison fondamentale qu'ils ont été définis selon la lumière ou l'éclairage de Saint-Georges pour la Russie et du pentagramme, donc l'étoile à 5 pointes franc-maçonnique pour la Chine, dont aucun de ces deux pays ne détiennent le grand prêtre. Le Saint-Georges, patron des croisés, connu pour son terrible combat face à face au dragon, et le patron de l'ordre très noble de la charretière, est aussi le patron du Royaume-Uni, dont la reine Elisabeth II est la glorieuse souveraine. Pourtant, c'est lui qui guide les destins des Russes, et dont l'image est au centre des armoiries de la Fédération russe. Pour la Chine, c'est le pentagramme qui est affiché dans ses armoiries, et c'est son drapeau, alors qu'il faut aller en Europe et aux États-Unis pour trouver le grand maître sublime du pentagramme. De même, l'ordre islamique qu'on nous chante depuis un certain temps et que les médias occidentaux ont déjà diabolisé, ça aussi, c'est une simple tentative de la collectivité musulmane qui croit, à tort, avoir la mission d'instaurer sur terre la paix et la sécurité séculaire. Cet ordre aussi, qu'il soit commandité par les services secrets des pays occidentaux pour des raisons encore plus obscures, ou par les djinnis, donc les esprits supérieurs musulmans, ou par le fanatisme religieux ou prophétique islamique, oui, cet ordre en gestation n'a aucun avenir. Il ne fera rien du tout pour déboulonner, comme il se croit, l'actuel nouvel ordre mondial des puissances occidentales, ni même instaurer un nouvel ordre valable sur la totalité, ni sur la moitié des pays musulmans. L'instauration d'une paix séculaire n'est pas une question de mission, de vision, d'idéologie religieuse ou quelque chose qui relève de l'islam. Il s'agit plutôt d'une chose qui s'inscrit dans la dimension spirituelle de plus haut niveau, qui dépasse toutes les dimensions et compétences des esprits. Comprenez bien. Qui dépasse toutes les dimensions des compétences des esprits, aussi malins qu'ils soient, aussi puissants qu'ils soient, qui conduisent le destin de la civilisation humaine par l'entremise des maîtres de la terre. Cette dimension spirituelle de plus haut niveau, c'est l'ordre universel de restauration des nations et de récréation de la nation. Récréation de la nation. Je m'excuse, je me suis trompé ici. Et de récréation de la nature. Que c'est les peuples de la RD Congo, descendants des peuples de l'ancienne Égypte pharaonique, détiennent la propriété, les sacerdoces et les secrets. Pour se rendre à l'évidence de cette affirmation, il faut se rapporter aux malédictions qui furent portées contre Pharaon, roi d'Égypte, par le prophète Ézéchiel, dont le sacerdoce a eu lieu vers 593 à 570 avant Jésus-Christ. Au chapitre 32, au 32e chapitre, versets 7 à 8 du livre de ces prophètes, ces malédictions ont été données en ces termes.
Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurerai les étoiles. Je couvrirai le soleil des nuages et la ligne ne donnera plus sa lumière. J'obscurerai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Dans la providence de Dieu du prophète Ézéchiel, une personne sera maudite avec tout ce qui lui appartient et toutes choses qui relèvent d'elle. Rien, alors rien, ne se fait en dehors de cette règle fondamentale. Ceci démontre jusqu'à quel point la prêtrise de l'Égypte antique est de plus haut niveau que toute autre prêtrise existant sur terre. Ceci démontre également jusqu'à quel point les dimensions spirituelles, centre de toute connaissance et de toute créativité, des descendants des peuples de l'ancienne Égypte sont incommensurablement supérieurs à tout ce qui est connu comme étant lumière qui illumine le monde terrestre autant le monde spirituel. C'est pourquoi la lumière qui guide et qui éclaire les chevaliers de la charretière, étendit Saint-Georges en personne, le plus grand esprit qui agit sur les rois de la terre, avec lui l'ange de lumière, c'est-à-dire Lucifer lui-même, y compris Minerve, Athénée, Apollo, Vierge Marie et autres dominations, n'ont rien de mystérieux, ni de prodigieux, ni de glorieux, ni de créativité qui approche, même de loin, la qualité prodigieuse de fils et de filles descendants des peuples de l'ancienne Égypte qui se trouvent ici en RD Congo et qui s'apprêtent à se révéler. Mesdames et messieurs, jusqu'ici je vous ai parlé de ce qui est connu et de ce qui a été fait ici en RD Congo, en Occident, autour de ce qu'on appelle nouvel ordre. Ce qui va suivre maintenant, c'est comment la RD Congo va instaurer son propre nouvel ordre qui deviendra en même temps un nouvel ordre au sein de l'humanité et comment cela doit s'accomplir au cours de notre âge. Applaudissez quand même. Pourtant au peuple de la RD Congo, aux Israélites et à tous les autres peuples de la terre. Ce qu'il faut retenir par ici, c'est que l'émergence de la RD Congo comme nouveau constructeur de la civilisation humaine est possible uniquement dans le cadre de restauration des nations, du fait que ce pays représente à ce XXIe siècle l'Égypte prophétique, dans la mesure où l'Égypte antique était une puissance civilisatrice du monde. Mais alors, comment cela est-il possible au moment où la RD Congo est à l'agonie sur tous les plans, surtout sur les plans de créativité, car c'est la créativité qui génère toutes les richesses. Avec quelle connaissance, quel savoir-faire, quelles ressources matérielles et financières? Ou alors, les dites prophéties se rapportant à la suprématie bienfaisante RD congolaise sur le reste du monde, ne sont-elles pas des fables que des preuves scientifiques réelles? Il n'y a rien de fable là-dessus, du fait que ce sont des preuves scientifiques indiscutables. Et scientifiques, toute déclaration avec preuve écrite à l'appui, dont l'accomplissement se voit ultérieurement. Et justement, à propos de ça, on n'a qu'à regarder les prophéties d'Ésaïe chapitre 19, chapitre 20, Ézéchiel chapitre 29, chapitre 30 et chapitre 32. Tout cela décrit avec détail tous les malheurs qui frappent les peuples noirs, génération après génération, depuis plus de 2500 ans de leur terre originale l'Égypte, ou Misri, peuplée aujourd'hui par les Arabes. En substance, les paroles de l'Éternel furent données à Ésaïe et à Ézéchiel en ces termes. L'esprit de l'Égypte disparaîtra au milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi crieur dominera sur elle. L'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. L'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. L'Égypte sera la moindre des royaumes. Il ne se lèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ses fondements seront renversés. Ils y tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. Tous ces soutiens seront brisés. Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte. Les plus violents d'entre les peuples seront envoyés pour détruire les pays d'Égypte. Ils tireront l'épée contre l'Égypte
et remplirai le pays des morts. Je livrerai les pays entre les mains des méchants. Je ravagerai les pays de ceux qui les renferment par les mains des étrangers. C'est pourquoi, ainsi par le Seigneur, j'en vais à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai l'Égypte parmi les nations, et je les disperserai en divers pays. Lorsqu'on est en présence de telles malédictions, on n'est plus étonné de constater les dégâts qui en sont découlés. Effectivement, du fait que l'humanité se trouve à l'époque où toutes les sentences de l'Éternel dirigées contre l'Égypte se sont accomplies dans la plénitude, on n'a donc plus besoin de s'interroger pourquoi la souffrance des peuples noirs sur tous les plans est-elle démesurée et trop démesurée génération après génération. Les fondements de l'Égypte ayant à ce point été renversés et son esprit ayant péri, il devient alors plus compréhensible que les descendants des peuples de l'ancienne Égypte soient aujourd'hui complètement différents de leurs ancêtres, quant à leur esprit de savoir-faire ou de créativité. La parole l'indique en ces termes. Ce sera pour l'Éternel désormais un signe et un témoignage dans les pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Mais alors, toutes les preuves scientifiques démontrent, comme nous l'avons déjà vu, que les malédictions des peuples noirs de l'Égypte antique portées par les prophètes Ésaïe et Ézéchiel ont été écrits plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Le fait qu'ils aient eu l'accomplissement parfait de tous les désastres portés contre l'Égypte et leurs descendants, c'est l'évidence même que toutes les déclarations de rétablissement annoncées d'avance par les mêmes prophètes au même moment que les malédictions furent données, doivent elles aussi se réaliser. À quand donc l'avènement de cette nouvelle ère mondiale pour la ère des Congo? Le calendrier spirituel est clair là-dessus. C'est au jour du 4e président de la République. Comme ce calendrier spirituel arrive presque à son terme, il faut donc savoir que les travaux de regroupement de tous les chefs de l'œuvre, c'est-à-dire les personnes ayant les dons, appels spécifiques ou appels spécifiques pour cette glorieuse entreprise, sont achevés depuis longtemps. Il ne reste que 3 choses qui sont le regroupement en aire de Congo et ailleurs dans le monde de tous les talents créateurs de richesses matérielles dans le cadre du plan du progrès simultané, durable et généralisé. Il y a aussi les formalités politico-administratives au niveau local et international pour tout démarrer et la mobilisation de tous les capitaux qu'il faut pour sa mise en place. Le plan de progrès simultané, durable et généralisé est un plan de rattrapage de la modernité et de la technologie à la fois pour la ère des Congo et pour les autres pays africains. Il est aussi une entreprise de redémarrage à nouveau de l'industrie de pointe dans plusieurs domaines des pays industrialisés participants. Le dit progrès devra reconstruire au même moment 6000 villes et villages en aire de Congo dont les luxe, la durabilité, la beauté architecturale, etc. n'auront pas d'égal sur terre. Et en même temps, toutes les infrastructures requises pour les métiers permanents de cette modernité et pour son épanouissement continuel au-delà des générations. Le coût total pour l'implantation de ces progrès simultanés en aire de Congo est de l'ordre de 1500 milliards d'euros. Si on ajoute les coûts de l'impact sur les autres pays d'Afrique, comprenant les valeurs des rachats, des intérêts irréconciliables des puissances occidentales et autres, alors le montant total d'implantation de ces progrès simultanés s'élève alors à 5 000 milliards d'euros. La main-d'œuvre requise pour ce plan de développement des progrès simultanés est de l'ordre de 26 400 000 nouveaux travailleurs. Il y aura l'arrivée de 350 000 techniciens et ingénieurs calais. À eux, chacun aura la responsabilité de former 4 techniciens locaux pour une durée de 10 ans.
Ceci est une entreprise colossale aux yeux du monde, qu'aucun esprit, quelle que soit sa supériorité dans les sphères célestes ou terrestres, n'a jamais inventé ou imaginé, mais qui doit se concrétiser sans faute par un nouveau génie créateur de richesses qui émerge déjà en RD Congo. Ce nouveau boom économique universel fera en sorte que les hommes et les femmes les plus riches deviennent encore plus riches et les hommes et les femmes les plus pauvres et misérables de partout sur terre deviennent aussi parmi les hommes les plus riches. Voilà. J'ai tout dit et j'arrive maintenant à ma petite conclusion parce que ici. Et voilà donc ce chapitre que je lance notre dialogue d'aujourd'hui et je vous remercie. Merci. Tout le monde a parlé. Tout le monde, sauf moi. Le professeur Kambay a parlé plusieurs fois dans les tribunes. Ça dépend. Ça dépend de ce que... Moi très bien. Génération de l'actuel ordre mondial. Où est-ce que vous étiez? J'ai énuméré de l'actuel ordre mondial qui gouvernait. En parlant de l'ancien, c'est vrai. L'ancien ordre mondial pour les Africains existait avant la chute de l'Égypte antique. L'Égypte antique était une civilisation millénaire qui a été démolie, démantelée par Cambyse, roi des Perses, au moment du pharaon Psaménite, donc le fils d'Amasis. À partir de presque 6e siècle avant notre ère, l'ordre, la connaissance, la spiritualité, le savoir-faire de l'homme noir a cessé d'exister pour ce qui concerne de la fabrication, de la conception de son propre développement. C'est ça l'ancien ordre qui existe. Nous sommes au temps de restauration pour que l'Égypte, donc les descendants, les peuples noirs dans la globalité, retrouvent le passé. C'est pour tout le monde prêche ici. Qu'on puisse les retrouver. Voilà qu'il y aura une connexion entre l'ancien et le nouveau. Et n'oubliez pas que la connaissance de l'Égypte ancienne jusqu'à aujourd'hui n'a pas d'égal. Je vous remercie. Très bien. Je vais venir universel. Aucun peuple ne détient des valeurs. Et il n'y a pas de relativité dans l'échelle de valeurs. Ce qui est valeureux au Congo est valeureux en Chine, est valeureux... Bon, est-ce qu'il y a un peuple qui peut dire qu'il est bon de violer une femme? Non. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut dire qu'il est bon de voler? Est-ce qu'il y a... Donc, il y a une question d'universalité de valeurs. Alors, j'écris le prochain président de la République, celui-là doit tenir compte de ce que d'aucuns, d'abord, le président Mobutu lui-même a fait toute une liste, il a listé le Malzaïrois. Vous connaissez le texte. Auquel texte avait répondu l'opposition? Il a parlé aussi de Malzaïrois, le mal congolais à ce moment-là. Donc, de tout cela, vous parlez de l'émergence. Mais, mon ami, j'ai toujours l'habitude de dire, ça c'est connu, c'est pas moi, je ne suis pas le premier à le dire non plus, j'ai peut-être mis ça sur le tapis. En Lingala, c'est très beau. Le Bolamo, Bobononaka. Bobempe, Bobononaka. Alors, l'émergence. Vous avez parlé de l'émergence. Tout le monde a un mot. Tout le monde a un mot. C'est très bon, nous croyons ça. Tout le monde a un mot. En termes de comparaison, n'est-ce pas? C'est ça le développement. Comparaison donc. Se développer qualitativement, quantitativement, comparablement, mesurablement, valeureusement. Et nous devons voir que cet enfant qui était hier comme ça, aujourd'hui il est comme ça. Et quand il s'arrête, nous disons qu'il est malade, il est nerf, etc. Donc tant que l'hôpital de référence n'est pas comparable à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles ou ici à l'Afrique du Sud, nous disons que nous sommes à l'aube peut-être dans la nuit de l'émergence. Tant que le football, tant que le football congolais, le championnat se termine au match aller,
Nous ne sommes pas encore dans l'émergence. Tant que l'université continue à être celle qu'elle est, nous ne sommes pas encore dans l'émergence. Sinon, ce sera l'illusion. Alors, l'illusion tragique. Je commencerai par dire que cette conférence m'a appris certaines choses que je ne connaissais pas. Par exemple, le personnage d'Ami Simbavo, ce soldat qui a parlé de la guerre totale. Mais je me suis posé quand même quelques petites questions sur ce Ami Simbavo. Je pense qu'il aurait peut-être parlé en Swahili ou en Lingala, mais qu'il parle de guerre totale, je me pose un peu des questions. J'aurais voulu qu'il y ait peut-être une petite biographie de ce Ami Simbavo. Vous dites qu'il y a une photo au Sénat. Bon, il en faudrait un peu plus. Sénat belge, il en faudrait peut-être un peu plus. C'est comme quand on parlait du personnage de Panda Farnana. Bon, maintenant nous savons qui est Panda Farnana. Et je pense que le personnage d'Ami Simbavo mériterait une petite biographie. Ma seconde question, j'ai appris aussi à propos du comité des 300, je pourrais même dire des 338, que je ne connaissais pas, à propos de l'existence du docteur Coleman. En tant qu'historien, j'aurais voulu avoir des références sur ce docteur Coleman pour pouvoir approfondir un peu le livre existe, prof. Oui, mais la référence, si on peut me donner, s'il peut me donner la référence, même à côté. J'essaierai, lui peut le donner, j'essaierai parce que je crois. Vous avez le livre? Je crois avoir le livre, mais c'est pas pour me le demander. Non, mais... Je connais ce livre, m'interroge. Non, je voudrais voir le livre, hein, le palper, voir la table des matières. Toi, tu vas le lire, ça je sais. Bon, je vois que vous avez répondu à la deuxième question, mais j'aimerais vraiment voir le livre. Et ma troisième question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, je la formule comme suit. Qui êtes-vous, Prince Kibego? Vous vous présentez comme un paysan coutumier congolais, mais un paysan coutumier congolais qui nous parle de black, qui nous parle de cambise. Je me dis c'est plus qu'un paysan coutumier. Je me dis vous êtes un chercheur, je me dis vous êtes un savant, et je cherche à savoir quel est l'ordre qui vous a amené là où vous êtes. Disons, parce que ce que vous avez développé, pour moi, c'est du messianisme. Hein, c'est le courant messianisme. Alors, je voudrais savoir un peu plus, quel est votre, sur le plan spirituel, où est-ce que vous vous situez? Comment vous êtes arrivé sur la montagne, là où vous êtes? Parce que vous dominez les choses. Et j'admire un peu parce que nous, on nous a appris beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité, mais je trouve chez vous, il y a même une certaine force pour imposer au public. Alors j'aimerais savoir un peu qui êtes-vous? Qui êtes-vous? De fermer les chaussettes.